Bonjour Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Très bien, eh bien écoute, tu arrives, on va te donner la parole pour le petit propos introductif pour notre réunion spéciale FATEA. À toi la main. Absolument, merci. Bonjour encore une fois à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances et bien ressourcé. Comme traditionnellement, maintenant, depuis le début de la pandémie, on a nos petites réunions. Alors, à intervalles parfois un peu décalés, mais on va dire mensuels ou bimensuels. Et donc l'occasion de cette réunion-là était liée notamment à nos discussions avec la Driette, qui nous a suggéré l'idée de pouvoir intervenir et de co-organiser cette visio pour pouvoir notamment présenter le FATEA. Alors, ce que je trouve intéressant, et je les en remercie par avance, c'est effectivement de montrer qu'il y a une très bonne communication, une très bonne relation de travail entre l'UNEA et la DRIETS et plus généralement avec la DGEFP, et que ça nous paraissait important de pouvoir regrouper cet événement, notamment par rapport au FATEA 2021. Parce que c'est une opportunité pour l'ensemble des entreprises adaptées pour les aider et favoriser la sortie de crise, en sachant que voilà, la crise liée à la pandémie n'est pas complètement terminée. Et puis que le FATEA 2021 a des particularités qui sont et des spécificités qu'on n'avait pas en 2020. Et donc, il nous paraissait important effectivement que ce soit ceux qui vont instruire les dossiers, qui puissent les présenter de manière à ce que ça soit facile pour l'ensemble des entreprises adaptées que de répondre à cet appel à projet. Donc, voilà pour l'essentiel. Je sais que le timing est millimétré et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on aura l'occasion, je pense, via Christelle, effectivement, de reprendre contact. Oui. De pouvoir se reparler rapidement. Pour les personnes qui ont leur micro, pouvez-vous les couper, s'il vous plaît? Merci. En parallèle, si effectivement, par rapport à l'ordre du jour habituel que l'on a dans nos relations entreprises adaptées et UNEA, s'il y a des sujets particuliers ou des sujets urgents, bien évidemment, Christelle et moi-même sommes à votre disposition pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a un sujet en particulier à traiter. Mais aujourd'hui, effectivement, l'essentiel de la réunion va être présenté par la DRIETS et notamment autour du sujet du FATEA 2021. Et donc, je ne serai pas plus long et je vous dis à très bientôt. Et donc, je cède maintenant la parole. Voilà. Christelle, tu reprends? Oui. Alors, du coup, nous allons passer la parole du coup à Monsieur Le Perchet, qui est le directeur régional adjoint de la DRIETS. Monsieur Le Perchet, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je ne pourrais malheureusement pas rester pendant toute la réunion parce que j'ai une conférence cet après-midi, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de voir les EA. Je ne pense pas que ça avait été le cas pendant toute la période Covid. Je sais qu'elle a été très compliquée pour vous. Donc vraiment, je suis très heureux que Cinéa nous donne une occasion de vous parler directement. Un grand merci à elle. Pour un retour sur la période passée sur le FATEA qui, je crois, est un outil intéressant pour passer la période Covid et puis peut-être pour tracer quelques perspectives sur 2021 et puis pour entrer dans le détail un peu technique de la façon dont on va travailler. Donc vraiment, merci à tous pour votre participation, mais merci à l'INEA et merci aussi au cabinet de Deloitte qui, je crois, assure le secrétariat aujourd'hui de cette réunion. Et puis, un grand merci à France Active et à la Banque des Territoires aussi, avec qui on travaille très bien sur différents sujets liés à, en gros, l'entrepreneuriat solidaire et qui, je crois, nous font le plaisir de nous aider aussi aujourd'hui à avoir une présentation la plus complète possible des différents outils qu'on met à la disposition d'entreprises adaptées. Très rapidement encore, parce que je ne veux pas non plus vous mettre en retard. Donc, le FATEA 2021, on l'a lancé le 9 août, l'appel à projet. Je pense que Pascal y reviendra plus en détail, donc je passe assez rapidement. Pour le contexte, quand même, en 2020, on avait un FATEA qui était assez extraordinaire dans son volume.
On était à 94 millions d'euros au niveau national. Donc, vous vous en souvenez, il y avait un volet, disons, compensation du manque à gagner, puisque vous n'aviez pas pu travailler, ou en tout cas pas comme prévu pendant la période de fermeture pour des raisons sanitaires. Donc, en 2021, on amorce, enfin, on a bien entamé un retour à la normale, donc avec un budget qui est dans des eaux qui n'ont malheureusement plus grand-chose à voir, mais qui se rapproche un petit peu plus de ce qu'on avait pu connaître avant, avec 11,65 millions d'euros, toujours au niveau national. L'Île-de-France bénéficie de 1,27 million d'euros, c'est 11% de l'enveloppe nationale. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, en tout cas c'est plus que l'an dernier au prorata, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, ça nous ouvre des perspectives assez intéressantes pour financer vos projets. Donc, on espère voilà, que les EA seront au rendez-vous pour qu'on utilise l'ensemble de ce budget, évidemment, mais avec un maximum de retombées en développement économique pour notre entreprise et puis en développement surtout de l'emploi, puisque c'est bien ça que cherche le gouvernement à travers le FATEA aujourd'hui, c'est à développer l'emploi dans l'entreprise adaptée. Donc, sur 2020, un petit temps de bilan très rapide. On a donc dépensé les 4,7 millions d'euros qui étaient attribués à l'Île-de-France à travers 190 conventions. Je ne vous cache pas que ça a été un gros travail pour les équipes de la Driette. Je pense que ça a été un gros travail pour les EA aussi, mais chacune en a fait une, deux ou trois. C'est vrai que gérer les 190, ça a été assez lourd. Pour un montant d'aide de 57 000 euros. Un montant médian de 57 000 euros qui n'est bon, il est moyen quoi. Je pense qu'on aurait pu faire un peu plus, mais on avait mis la barre on avait mis une barre pour éviter le coût administratif de toute petite convention. Donc on est sur le financement de projet qui est quand même assez structurant, je pense, pour les entreprises qui l'ont mobilisé. Les créations prévisionnelles au total de ces 190 projets, c'est 935 emplois. Je reviendrai sur le suivi de ces perspectives-là. Ce que je retiens quand même de cette session 2020, c'est que ça a été assez complexe à instruire pour nous et très très lourd à mettre en œuvre. Donc je pense que ça a été assez complexe et assez lourd pour les EA aussi. Donc j'espère qu'en 2021, voilà, on aura réussi à alléger un petit peu le processus et qu'on arrivera à fluidifier au maximum les engagements. Mais ça, on y reviendra sur ces points techniques dans la suite du séminaire. Mais vraiment, j'insiste sur ce point-là. Tout ce qui est simplification, fluidité, c'est très important pour nous parce qu'on y a un intérêt, mais parce qu'on sait que c'est pas simple aussi pour des entreprises qui ne sont pas forcément de grande taille, voilà, comprendre l'ensemble des choses qu'on leur demande, de se couler dans le processus, et plus on fait des allers-retours, plus c'est coûteux pour chacune des parties. Donc sur le suivi de ces conventions 2020, quelques points d'attention. Comme je vous l'ai dit, on a un objectif de création d'emplois qui est vraiment l'objectif numéro 1 du FATEA. C'est sur la base de cette promesse de création d'emplois que nous avons obtenu des crédits en volume assez important sur le FATEA. Et donc vraiment, on est suivi de très près sur la réalisation régulière de ces créations d'emplois. Donc, vous le savez sans doute, enfin j'espère que vous le savez, c'est à travers l'outil Relink qu'on fait ce suivi-là. Force est de constater aujourd'hui que les EA franciliennes ne sont pas spontanément enthousiastes et très, très régulières dans leur série, dans leur saisie, pardon. Voilà, c'est pas très marrant ce que je vous demande là, mais vraiment c'est une condition pour nous de suivre ce qui se passe sur la réalisation des créations d'emplois. C'est ça qui nous permet d'être crédibles année après année dans les demandes qu'on fait d'appel à projet de subvention pour les EA. Donc vraiment, je passe un message sur ce point-là. C'est très précieux pour nous que vous saisissiez, comme on vous le demande, dans Relink. Donc vraiment, on est à votre disposition sur ce point-là si vous avez des difficultés techniques pour vous connecter, pour comprendre comment ça marche, etc. Mais on ne peut pas inventer les choses à votre place. On compte vraiment sur vous
pour nous dire où vous en êtes finalement de ce qui était prévu en déploiement de projet par rapport à ce qui a été conventionné en 2020. On a aussi quelques difficultés à boucler, à solder les conventions 2019 et 2020. On est en attente de documents d'un certain nombre de A, donc c'est un peu dommage parce que nous, ça nous empêche de vous payer. Voilà, c'est dommage pour vous. Et puis nous, on garde du coup du dossier vivant dont on aimerait se débarrasser, mais c'est surtout qu'on aimerait bien pouvoir vous verser ce qu'on vous doit et solder les dossiers. Donc pareil, si vous en avez parmi les auditeurs qui se disent, tiens, c'est vrai, peut-être que j'ai des choses là-dessus que je pourrais faire avancer, n'hésitez pas, encore une fois, on est à votre écoute pour solder un maximum de dossiers. Voilà pour le bilan et les quelques points techniques sur 2020. Sur 2021, c'est la troisième et dernière année du FATEA tel qu'on le connaît. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait du sens, le FATEA tel qu'on le connaît, puisqu'on n'a pas fait finalement deux FATEA qui se ressemblaient entre 2019 et 2020, entre 2020 et 2021. Mais en tout cas, disons, dans le concept du FATEA, il faut s'attendre sans doute à ce que ça change un peu. C'est vrai que le FATEA, vous vous en souvenez, c'était un outil qui avait été conçu comme voilà, du soutien, de l'accompagnement à transformation des EA telle qu'elle avait été prévue par la réforme de la loi de 2018. Donc évidemment, maintenant, il n'y a plus lieu, en théorie en tout cas, de soutenir la transition que les EA n'ont pas manqué de faire. Ceci étant, évidemment, la période a été perturbée. Et donc, il va falloir que au niveau national, la DGEFP et plus généralement le gouvernement et les parlementaires se demandent ce qu'ils fassent sur la suite du FATEA. Toujours est-il que pour aujourd'hui, on a donc 11,65 millions d'euros qu'il faut qu'on arrive à faire parvenir dans les entreprises. Donc, on a l'appel à projet qui a été ouvert le 9 août. On a une nouveauté qui, j'espère, sera un facteur de simplification, parce que je vous l'avais dit au début, le retour qu'on a fait 2020, c'était assez lourd. Donc là, on a une plateforme qui est dématérialisée. Donc l'ensemble du processus de dépôt de projet, demande d'aide, est dématérialisé sur la plateforme démarche simplifiée qu'on utilise par ailleurs sur l'ensemble, de plus en plus sur l'ensemble de nos procédures. On l'utilise par exemple sur l'insertion par activité économique pour tous les projets des 400 SIAE franciliennes. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler et développer. Donc on sera preneur le moment venu aussi d'un retour de votre perception de l'outil. Est-ce que pour vous c'est plus simple? Est-ce que ça fluidifie les choses? En tout cas, de notre point de vue, ça nous permet d'avoir un dépôt de dossier un peu plus cadré peut-être que celui qu'on pouvait échanger par mail ou par voie postale, et puis qui nous permet de faire un minimum de suivi automatiquement derrière, et donc de consacrer plus de temps en fait à l'étude des dossiers plutôt qu'à essayer d'en faire des tableaux de synthèse à la main. Voilà. Donc, l'appel à projet invite à solliciter France Active et la Banque des Territoires, donc, qui présenteront leur offre sur ces questions-là au cours de la réunion. Je les en remercie encore, c'est vraiment précieux. Hein, ce qu'on essaye de faire avec le FATEA, ce n'est pas de la subvention immédiate et directe, c'est vraiment quelque chose de transformant et sur lequel on mobilise au maximum un écosystème autour des entreprises adaptées. Donc vraiment, merci à France Active et à la Banque des Territoires de travailler avec nous. Ça nous permet, j'espère, d'aller plus loin que les 4,5 millions que l'État met directement sur les EA franciliennes. Voilà. On a prévu aussi un webinaire du projet de déploiement d'EA en détention, qui est quelque chose sur lequel la ministre Klinkert est très attentive. Elle l'est sur l'IAE, elle l'est sur les EA. Dans le monde pénitentiaire, on n'est sans doute pas disons, au sommet de ce qu'on pourrait faire en matière de réinsertion et en particulier sur les détenus qui sont reconnus travailleurs handicapés. Donc je sais que c'est pas simple. Je sais qu'il y en a déjà qui essayent, mais vraiment on est là encore une fois pour vous aider à porter des projets sur ce secteur très, très particulier, mais qui, je crois, voilà, nous permettra de faire d'avoir un effet maximum sur les bénéficiaires. C'était en quelques mots ce que je voulais vous dire. Donc, merci à tous pour votre participation.
Et puis, je crois qu'on enchaîne avec Pascal sur la présentation du contenu de l'appel à projet. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci, Monsieur Le Percher. Donc, je vais vous proposer de brosser très rapidement le contenu de l'appel à projet que vous avez déjà tous et toutes lu, bien évidemment, très attentivement, puisqu'on a déjà eu des retours avec des questions très pertinentes, bien sûr, de certaines EA. J'espère que les questions, on trouvera une réponse aujourd'hui, et sinon, on aura toute la partie questions-réponses pour en parler. Donc, ce que je vous propose, c'est de synthétiser un petit peu cet appel à projet. Tout d'abord, donc en rappelant que vous êtes toutes entreprises adaptées éligibles au FATEA 2021, enfin toutes les entreprises adaptées porteuses d'un projet de développement créateur d'emplois. Ces projets portés par les entreprises adaptées feront l'objet d'une attention particulière pour certains. Donc on va avoir une diapositive, la numéro 5, qui donne je l'ai pas. J'ai un petit problème technique. Voilà. La numéro 5, donc qui nous donne. Non. C'est pas grave. Donc là, si vous voyez pour qui, donc les projets portés par les EA donc suivantes feront l'objet d'une attention particulière. Donc bien sûr, toutes les EA porteuses d'un nouveau projet. Je ne sais pas si vous voyez la bonne diapositive. Alors, en fait, à l'écran, on a la diapositive « Quoi ?» Oui, voilà, moi, je suis à « Pour qui ?» Et du coup, si vous pouvez… Il y a un petit couac technique, mais je pense que ça va être remédié. On va y remédier très rapidement. Mettre en plein écran aussi, ce serait mieux. Voilà. Donc, c'est la diapositive « Pour qui ?» Donc, on a des petits… On est toujours sur la diapositive « Quoi ?» Je vais demander à Régis… Je suis sur qui. On est sur quoi ici? À l'écran, voilà, pour qui? Impeccable. Si on peut le mettre en plein écran, je ne sais pas si c'est possible. Je suis sur pour qui en plein écran? Oui, mais pas pour nous. Pas pour nous. Je ne vois pas en plein écran. Je vais commencer, on va réussir à remédier aux petits soucis techniques. Donc, toutes les entreprises adaptées porteuses d'un nouveau projet sont éligibles donc, au FATEA 2021. Les EATT, bien évidemment. Une attention particulière sera portée aux entreprises adaptées porteuses d'un projet de mutualisation. Donc, ça peut être une ou plusieurs EA dans la même région, une ou plusieurs entreprises s'inscrivant dans des activités ou des filières prioritaires, mais ça, on reviendra un peu plus loin sur les filières et les activités prioritaires, ou les structures relevant de l'IAE, de l'insertion pour l'activité économique ou de GEC. Également, les entreprises lauréates de l'appel à projet inclusion et ruralité. Enfin, les EA porteuses d'un projet d'implantation d'une activité en établissement pénitentiaire. Donc ça, Benjamin Le Percher l'a souligné tout à l'heure. Il y aura un webinaire spécifique pour les entreprises adaptées concernées. Ce sera le 20 septembre prochain. On vous envoie une invitation, si ce n'est déjà fait, très rapidement. Je ne vais pas malheureusement détailler vraiment chacun des items, mais si vous avez des questions précises, on pourra les aborder sur la partie questions-réponses tout à l'heure. Donc, quoi? C'est la diapositive suivante. On a 3 axes. Ah oui, parce que
Donc, on a des principes de priorité pour certains axes. On va avoir des principes de priorité pour certains territoires, certains publics et certaines filières. Donc, on va les voir rapidement les unes après les autres. Donc, les axes prioritaires. L'axe prioritaire numéro 1, développer le volume d'affaires. Donc, c'est du soutien à l'investissement productif ou à l'ingénierie financière, prospection commerciale, appui à la réponse individuelle ou collective aux achats inclusifs. Donc ici, on parle de commandes publiques ou privées avec ou sans clause sociale. L'axe prioritaire numéro 2, c'est là, donc il s'agit de dotation ou de consolidation des RH partagée à l'ingénierie de parcours des salariés reconnus TH. Donc là, il y a on peut donner un exemple, c'est du développement à la formation, en particulier via la création d'emplois partagés entre entreprises adaptées. Sur l'axe numéro 3, je dois un peu accélérer, donc je vais essayer d'être plus concise. L'axe numéro 3, il s'agit de créer des emplois de façon ciblée dans les EA. On en a parlé tout à l'heure, création d'activités dans des territoires peu ou pas dotés. Il peut s'agir de nouvelles EA, de ATT, d'EA en établissement pénitentiaire, par exemple. Les principes de priorité maintenant. Priorité sur les territoires couverts. Donc, évidemment, il y a des territoires qui vont peu nous concerner puisqu'on a des territoires ultramarins et corses, des zones rurales, on a peu. En revanche, territoire peu ou pas doté en EA, ce sera l'objet aussi d'une cartographie qui est en cours de construction. Sur les publics visés, donc prioritairement les jeunes, pour notamment, on pense à favoriser l'apprentissage, bien évidemment. Les femmes, puisqu'aujourd'hui, on a 37% de femmes en EA. Donc, l'objectif, c'est de tendre vers la parité. Et les personnes placées en sous-main de justice. Donc, ils font l'objet d'une mesure restrictive ou privative de liberté. Les filières prioritaires, maintenant, donc, sont retenues en particulier les filières qui ont été retenues dans le cadre du plan de relance. Je ne vais peut-être pas les détailler puisque je n'ai pas énormément de temps. Donc, je vais juste rappeler qu'il y a 3 filières qu'on a vues notamment dans le cadre des consortiums l'année dernière, qui sont les filières numériques, textiles, industrielles et automobiles. On a filière agricole et alimentaire, donc l'idée de limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental pour l'économie circulaire. C'est la loi anti-gaspillage et la loi climat. Sur la mobilité solidaire, donc c'est pour les salariés dans les entreprises en proximité d'EA, sur la mise à disposition, par exemple, de véhicules de 2 roues du covoiturage. Et enfin, le service aux entreprises, bon là c'est classique, administration, gestion des ressources humaines, etc. Donc je passe, j'ai l'impression de faire un marathon, plusieurs catégories d'aides mobilisables. Donc ici, on a la demande classique que vous connaissez depuis l'année dernière. Donc, c'est les mêmes sujets, les 4 axes, aide à la modernisation, les 3 axes, pardon, aide à la modernisation, aide aux services de conseil, aide aux actions de développement commercial. Sur chacune de ces 3 aides donc, peuvent être mobilisées éventuellement dans le cadre d'un même projet comme l'année dernière, si évidemment le projet permet cette articulation. On a toujours les mêmes plafonds et les mêmes restrictions que l'année dernière. Là, je ne vais pas revenir dessus, à moins que, pareil, il y ait des questions particulières sur les 3 axes qui correspondent en fait à l'axe 2 du FATEA 2020. La poursuite de l'effort d'investissement, on est sur l'équivalent de
de l'aide 1 de l'axe 2 de l'année dernière. Donc, c'est une poursuite qu'on a depuis 2019. C'est l'effort d'investissement engagé avant le 1er janvier 2019 sur une période transitoire. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chaque année, le pourcentage, en fait, c'est un calcul très complexe de dotation amortissement que je ne vais pas revenir dessus. Mais on a une diminution de pourcentage chaque année depuis 2019. Donc, cette année, ce calcul complexe qui était, on avait droit à 20% de la dotation d'amortissement au départ, on est à 10% sur 2021. Vous retrouvez de toute façon, comme l'année dernière, une sorte de feuille Excel que vous allez retrouver dans l'outil démarche simplifiée, mais je laisserai Régis vous en parler après. Enfin, dernière aide mobilisable, la création d'une EA en établissement pénitentiaire. Donc, encore une fois, ici, ce sera l'objet du webinaire du 20 septembre prochain. Donc, sur le comment, ça, j'ai déjà balayé et on est à la diapositive d'après, qui est comment. Donc, dans l'outil démarche simplifiée, vous avez donc des liens, 3 dossiers différents, un dossier pour les demandes dites classiques, un dossier pour la poursuite des efforts d'investissement avec ce fameux tableau Excel et un dossier spécifique pour les EA pénitentiaires. Enfin, on a un tout petit rappel du calendrier. Donc, comme on l'a déjà dit, dépôt des dossiers depuis le 9 août jusqu'au 1er octobre prochain, sauf pour les EA pénitentiaires, ce sera le 3 décembre. Ça serait intéressant de déposer les dossiers assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'ensuite, vous voyez la flèche itération dans le cadre de l'instruction. Aujourd'hui, on n'a aucun dossier qui ont été finalisés, en tout cas sur démarche simplifiée. À partir du moment où vous déposez le dossier, ça nous permet d'avoir d'autant plus de temps pour les itérations. Ça veut dire faire des questions-réponses entre nous, éventuellement les départements, la Driette, les unités départementales des Driettes. Et ça nous laissera aussi pour nous un peu plus de temps pour vous répondre et pour ne pas avoir un effet de goulot d'étranglement les 3 derniers jours, comme on a eu sur le FATEA précédent. Et enfin, le conventionnement qui sera fait directement également via ma démarche simplifiée. Et cela commencera à partir du 15 novembre prochain. Bon, j'espère avoir été à peu près dans les temps. Je vais laisser la parole à mon collègue Régis. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, j'ai de l'écho. Ah, c'est bon. Donc, on va voir ensemble l'outil démarche simplifiée et on va balayer un pas à pas. Nous avons fait des copies écran pour vous montrer l'outil, à quoi il ressemble. Je veux juste revenir sur un point. Vous voyez sur cette diapo qu'a présenté Pascal, donc demande classique, poursuivre l'effort d'investissement ou création d'une EA en établissement pénitentiaire. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que nous avons 3 adresses différentes qui sont indiquées ici et qui vous ouvrent des pages et derrière des chemins dans l'application différente. Ça, c'est la première chose. Alors ensuite, lorsque vous arrivez dans l'application, là, on est, par exemple, on a pris l'exemple d'une demande de subvention en établissement pénitentiaire, mais vous avez la même page d'accueil. Donc, soit vous avez déjà un compte sur démarche simplifiée, soit il convient d'en créer un. Et si vous en avez un, vous pouvez vous authentifier avec France Connect ou avec vos anciens identifiants, bien sûr. Il est préconisé, en termes de navigateur, d'utiliser Firefox ou Chrome pour un meilleur fonctionnement de l'application, meilleure reconnaissance des différentes pages. Alors ensuite, pour créer un compte, c'est très simple, hein, c'est adresse email et mot de passe. Ensuite, vous allez recevoir un mail de confirmation à l'adresse que vous avez donnée, et puis il faudra activer ce lien que vous voyez ici.
et ensuite, vous rentrerez directement dans l'application. Pour vous identifier, il faut saisir le numéro SIRET de votre établissement. Donc, l'entrée, elle est bien au niveau de l'établissement. Ici, on vous rappelle la date limite de dépôt qui est le 1er octobre 2021. Ensuite, vous validez, vous rentrez dans l'application et vous avez l'identification de votre entreprise qui est en lien avec la base INSEE et Infogreffe et donc qui reproduit les informations reconnues par le numéro SIRET. Ici, vous allez choisir la DRIETS ou la DRETS de laquelle vous dépendez. Donc, en ce qui nous concerne, il faudra saisir Île-de-France et puis bien valider le fait que vous avez pris connaissance du mode d'emploi pour renseigner le formulaire. Et là, commence vraiment la saisie relative à votre projet. Donc, ça rejoint ce que vous avez expliqué, Pascal. Nous avons 3 types de projets. Les projets régionaux mutualisés, c'est lorsqu'ils sont réalisés entre plusieurs ZEA, et les projets relevant d'un consortium national. Si ça relève d'un consortium national, il faut préciser lequel, textile, numérique ou automobile. Lorsque vous êtes sur un projet mutualisé, il faudra indiquer la raison sociale des autres EA avec lesquels vous avez décidé de mutualiser le projet et leur numéro SIRET. Il y a ce qu'on appelle un numéro de liaison. Cette fois-ci, les autres EA qui sont mutualisés avec la première qui a renseigné le numéro devra reporter ici le numéro de dossier qu'elle aura obtenu en saisissant son dossier, de manière à ce que l'outil fasse le lien entre les différentes EA sur le même projet. Ensuite, vous saisissez votre numéro de CEPOM et le SIRET lié à ce CEPOM. Là, on est sur la partie présentation de l'organisme. La raison sociale, l'adresse, les coordonnées du représentant légal, donc prénom, nom, fonction, des choses tout à fait classiques, le numéro de téléphone, l'email, la forme juridique de votre établissement, et puis si vous êtes ou non assujetti à la TVA. Ici, il y aura un menu déroulant pour saisir les différentes formes juridiques. Ensuite vient la présentation du projet. Donc, il se peut que le responsable du projet ne soit pas le responsable légal de l'entreprise. À ce moment-là, il faut faire figurer les coordonnées du représentant du responsable du projet, puisque dans le cadre de l'instruction, on va être amené à échanger et à itérer entre les services de l'État et les entreprises adaptées. Donc, il est important qu'on sache avec qui échanger pour justement procéder aux ajustements nécessaires ou demandes de pièces s'il venait à en manquer. Ensuite, vous avez la description générale du projet et les axes d'intervention. Donc ici, on retrouve exactement les axes qui sont dans l'appel à projet que vous a présenté Pascal. Donc on retrouve l'axe 1, soutenir le développement du volume d'affaires. L'axe 2, créer, professionnaliser la fonction RH mutualisée. Donc là, on est bien sur de la mutualisation de fonctions RH. Et axe 3, créer des emplois dans les zones peu ou pas dotées. Ensuite vient la description synthétique du projet porté par l'EA, quoi ça consiste, ce que vous envisagez de faire. Ici, on a la description du projet global. Alors, la distinction avec le précédent, vous voyez, on est porté par l'EA. Là, on est en projet global, c'est lorsque ce sont des projets mutualisés entre plusieurs entreprises adaptées. Les objectifs du projet, alors là, ce doit être en nombre de création d'emplois, les objectifs chiffrés, si possible, qui sont attendus. Et plus largement, tous les objectifs, tout ce que va apporter ce projet par rapport à l'activité de votre entreprise adaptée. Vient ensuite le calendrier prévisionnel. Donc, c'est 12 mois maximum, vous le voyez, l'application le rappelle. Et ici, vous faites figurer la date prévisionnelle de début et de fin d'exécution. Vous indiquez ensuite la localisation du projet. Et puis les territoires, si on est sur des territoires dits prioritaires dans l'appel à projet. Donc vous retrouvez les 3 items de ces 3 territoires, les zones rurales, territoires ultramarins et corse, là on n'est forcément pas concerné, et territoires peu ou pas dotés. Ensuite vient l'aspect coût du projet et de la subvention. Donc ici, vous indiquez coût total du projet porté par l'EA. Vous voyez
L'ergonomie est très bonne de cette application. On comprend très facilement ce qui est attendu. Ensuite, vous avez donc encore une fois pour les projets mutualisés une spécificité coût total du projet global. Montant de la subvention sollicitée, c'est le montant demandé à l'État, donc à la DRIETS, dans le cadre de cet appel à projet. Si vous avez d'autres aides publiques, les faire figurer ici. Et puis le régime de TVA, est-ce que vous êtes assujetti à la TVA ou non? Le taux de cofinancement sollicité, étant entendu que évidemment les maximums des taux sont prévus dans l'appel à projet. Et la description des actions constitutives du projet. Donc là, c'est la partie 3. Alors là, on va avoir à chaque fois aide à la modernisation, aide au conseil, aide au développement commercial, et on va répéter à chaque fois les actions qui relèvent de chacun de ces thèmes. Et il est important de bien saisir. Si vous cochez ici, vous pourrez malgré tout saisir aide au conseil. Donc on attire votre attention sur l'importance de bien saisir si vous êtes sur l'aide à la modernisation, de saisir aide à la modernisation et de bien remplir aide à la modernisation. Parce qu'après, dans le cadre de l'instruction, on risque d'avoir des difficultés. Vous pouvez très bien avoir coché les 3 et remplir les 3 aussi, selon la nature de votre projet. Donc là, on est dans l'aide à la modernisation. Donc il y a le début et la fin de la période d'éligibilité. Donc là aussi, un point d'attention, parce que l'année dernière, il y a eu un certain nombre de périodes d'éligibilité qui en fait vous ont contrainte, parce que certaines EA ont mis 3 ou 4 mois, et ce qui fait qu'après, lorsqu'il y avait des dépenses en dehors de cette période, elles n'étaient plus recevables. Donc là, mettez une période d'éligibilité qui correspond au déroulement du projet. Le coût total, le montant de la subvention sollicitée et le taux de cofinancement. Et on va retrouver exactement les mêmes informations pour les 3 types d'aides. Donc, je ne détaille pas, vous retrouverez la même chose, description, date de début, date de fin, les montants, et encore une fois, pour l'aide au développement commercial, la même chose. Ensuite, vous avez les résultats visés. Donc, un petit nota bene très important, on parle bien des résultats visés, même pour les projets mutualisés au niveau de l'EA. Donc, vous renseignez les résultats qui concernent votre EA. Et là, à chaque fois, on va faire la distinction entre personnes physiques, ETP, total, sur l'année 2021, sur l'année 2022, et par type d'emploi avec une spécificité CDD tremplin. Donc là, vous voyez, vous avez le nombre total de personnes physiques embauchées, le nombre de personnes physiques en CDD tremplin. Ensuite, donc c'est total si on est à cheval sur 2021-2022, nombre total de personnes physiques embauchées en 2021, CDD tremplin en 2021, nombre de personnes physiques en 2022, et on retrouve exactement les mêmes systèmes. Et ensuite, on a en équivalent temps plein. Donc, la même chose, nombre total de personnes prévues en équivalent temps plein, en CDD tremplin, sur 2021, sur 2022. Ensuite, il y a la partie engagement. Donc, pour passer à l'étape suivante, vous devez sélectionner les cases engageant votre structure en qualité de représentante légale, certifier l'exactitude des renseignements, et puis bien avoir pris connaissance du fait que le démarrage du projet ne peut intervenir avant que le dossier ne soit déclaré complet ou réputé complet. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas démarrer le projet tant qu'il n'est pas déposé et réputé complet. Alors, il y a un certain nombre d'annexes obligatoires également à déposer. On va voir la liste après. Il y a notamment le plan de financement prévisionnel du projet, le budget prévisionnel de l'organisme. Vous avez les données financières, notamment le RIB, le BIC, le titulaire du compte, la domiciliation, toutes les données relatives au compte bancaire. Et ensuite, vous avez les pièces jointes, les pièces à joindre. Donc, c'est très facile en fait. Pour joindre une pièce, il suffit de libeller la pièce et puis de l'insérer. Vous cliquez ici sur ajouter un élément ou une pièce jointe et vous venez insérer la pièce. Alors ici, nous avons la liste des pièces qui est également dans l'application qui vous seront demandées. Donc vous avez la preuve de l'existence légale. Alors il y en a plusieurs. L'extrait CABIS ou l'inscription au registre ou répertoire concerné. Pour les associations, copie de la publication en JO. Éventuellement les statuts si la subvention est supérieure à 23 000 €,
le relevé d'identité bancaire, l'indication du régime de TVA, le calendrier prévisionnel détaillé de réalisation, s'il diffère de celui que vous avez indiqué dans le descriptif, l'estimation du coût de fonctionnement des équipements. Pour les subventions supérieures à 23 000 €, donc là, il y a un peu plus de choses. Il y a la dernière liasse fiscale. Et pour les associations, les derniers bilans et comptes de résultats approuvés par l'Assemblée générale et le commissaire aux comptes, s'il y en a un. Pour les subventions inférieures à 23 000 €, un document du demandeur attestant avoir sollicité des aides publiques, les éléments comptables, pardon, les autres éléments comptables pour les subventions inférieures à 23 000 €. Et si vous avez un cofinancement, il faut produire une attestation de cofinancement. Et puis les devis. Donc là, on est au point 9, devis, projet au contrat concernant ce que vous envisagez de faire financer. Et si un projet de crédit bail, le projet de contrat. Et ensuite, vous avez ce message de confirmation de dépôt et vous pouvez revenir dessus pour accéder à votre dossier. Donc là, on vous dit le dossier a bien été déposé et a été envoyé au service instructeur. Il y a 3 statuts dans le dossier. Il y a en brouillon. Lorsque vous êtes en mode brouillon, à ce moment-là, l'instructeur, les services instructeurs ne voient pas ce que vous saisissez. À partir du moment où vous passez ou basculez en construction, eh bien, les services instructeurs ont la visibilité du dossier déposé. Et donc ici apparaît, vous voyez, le type, le statut du dossier. Et le service instructeur, là, on a une vue côté service instructeur, peut passer le dossier en instruction. À partir du moment où il le passe en instruction, vous ne pourrez plus modifier le dossier, ni joindre de pièces. Toutefois, le service instructeur peut repasser en statut construction de manière à vous permettre d'adresser des pièces via la plateforme ou de modifier des éléments descriptifs du projet. Ici, vous avez vos coordonnées en rappel, l'identité du demandeur. Voilà, j'ai un bruit dans le casque, je ne sais pas si c'est un micro qui n'est pas coupé. Merci. Alors là, vous voyez, on est passé en instruction. Donc là, ça veut dire que vous avez le bandeau vert qui apparaît, dossier passé en instruction. C'est l'instructeur qui a fait passer votre dossier en instruction. Et en tant qu'entreprise adaptée, vous savez qu'à partir de ce moment-là, votre dossier est en instruction. Et vous recevez également des mails informant les évolutions sur votre statut. Donc vous recevez des alertes. Des alertes qui arrivent sur l'adresse mail que vous aurez saisie au départ. Ici, vous avez un exemple d'échanges qui ont lieu via la plateforme. Alors l'idée avec démarche simplifiée, c'est qu'on n'utilise plus les mails, mais que tout passe par la plateforme. Vous voyez par exemple ici dans ce test qu'on a réalisé, il manquait les statuts. Donc l'instructeur a demandé à la structure porteuse d'envoyer les statuts. Comme elle était passée en instruction, elle est repassée en construction pour que l'EA théorique, entre guillemets, enfin le test EA puisse adresser les documents via la plateforme. Et en même temps, vous avez un eurodatage, donc on voit les échanges qui sont tracés entre l'instructeur et l'entreprise adaptée. Et lorsque vous vous reconnectez, vous avez une vue sur vos différents dossiers. Vous voyez que vous avez un dossier ici en construction, un dossier en mode brouillon. Si vous en aviez un troisième en instruction, vous le verriez. Là, j'en ai terminé sur la présentation. On peut passer aux échanges et aux questions si vous le souhaitez. Du coup, merci beaucoup Pascal et Régis pour cette présentation. Je me présente juste en quelques mots, puisque du coup aussi, je suis Nicolas Chantôme, chef de service adjoint à la DRIETS Île-de-France. Avant d'entamer ce temps de questions-réponses et d'échanges, juste quelques éléments pour prolonger ce qui a été dit en introduction. Sur ce webinaire, on est sur un dispositif, sur une initiative innovante et à notre connaissance, on est aujourd'hui la seule région à avoir conduit cet exercice à ce stade avec l'UNEA et les entreprises adaptées. Donc voilà, donc vous êtes aussi sur, on va dire, sur une initiative co-portée et on est en tout cas à notre connaissance les premiers à le faire au national. Deuxième élément, Pascal Petit vous l'a rappelé tout à l'heure, plus tôt vous déposerez votre dossier finalisé sur la plateforme, plus il y aura de temps disponible d'échange entre les services et vous.
pour pouvoir du coup itérer sur les différents projets et sur les dossiers que vous auriez déposés, lever les différentes inquiétudes, lever les différents points techniques. Et tout ça, en fait, pour aussi éviter le goulet d'étranglement éventuel qu'on pourrait avoir à la fin du mois de septembre. Dernier élément, on a déjà préparé un jeu de questions-réponses et qui sera bien entendu complété, actualisé, et notamment à l'aune des questions que vous nous ferez remonter, et bien entendu, on le portera à votre connaissance, on le relaiera. Alors, on a déjà quelques questions qui apparaissent. Alors, j'en ai une, par exemple, est-il possible de déposer le projet en plusieurs fois sous ma démarche simplifiée? Donc, je crois en comprendre que, si la question est bien formulée, que oui, vous pouvez déposer votre dossier en mode brouillon et l'actualiser au fur et à mesure, tant que vous n'avez pas finalisé le projet. Tant que vous n'avez pas finalisé votre demande, vous pouvez le garder en fait en mode brouillon. Peut-être je peux compléter, Nicolas. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un enregistrement automatique via la plateforme. Donc, si vous démarrez, en fait, vous reviendrez là où vous êtes arrêté. Il n'y a pas à recommencer à chaque fois. Dès que vous êtes en mode brouillon, enfin, dès que vous commencez à saisir, l'application va conserver en mémoire ce que vous avez saisi. Voilà. Une autre question, si le projet valide FATEA 2020 n'a finalement pas eu lieu, peut-on le remettre pour 2021? Donc à ce jour, nous on estime que oui, il est possible que vous le redéposiez. Pour faire très simple, la doctrine est il n'est pas possible de financer un projet en 2021, enfin, il n'est pas possible de financer en 2021, pardon, tout projet qui aura déjà été financé en 2020, hors investissement datant de 2019, etc. Donc, il n'y a pas de difficulté pour pouvoir redéposer un projet qui n'aurait pas été retenu en 2019, sous réserve qu'il corresponde bien aux critères d'éligibilité. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. On peut essayer de reprendre les questions, parce que je ne vois pas forcément quelqu'un qui aurait levé la main. Non, effectivement, on a eu des questions essentiellement par écrit. Donc, on a eu aussi, donc, quelle est la date ou plutôt du démarrage du projet? Ça, c'est une question qui nous a été posée par Yves. Oui. Et puis, il y a des choses qui se recoupent. Moi, je vois celle-ci, la date de démarrage des dépenses possibles. Et puis, pareil, doit-on être sur un démarrage en novembre-décembre 2021, obligatoirement. Voilà, ça, j'ai l'impression, c'est des questions qui se recoupent, qui sont formulées autrement, mais qui se recoupent. Régis, si tu as... Moi, je peux peut-être répondre en partie. On a pu faire un test sur les conventions. Donc, ce dont on est sûr, c'est qu'on peut avoir des périodes d'exécution du projet, des conventions du 1er au 31 décembre 2022 maximum, puisque le FATEA s'arrête après. Les durées des conventions sont de 12 mois maximum et pas 24, puisque le FATEA s'arrête à la fin de l'année. Après, sur la question cruciale des dépenses éligibles, à partir de quelle date on peut les prendre, on va tout simplement poser la question à la DGEFP, puisqu'on a une audio avec la DGEFP sur le FATEA et on peut poser des questions, les questions auxquelles on n'a pas la réponse directement, on n'est pas tout à fait sûr de la réponse aujourd'hui, on aura la réponse jeudi. Il y a également une question sur la mutualisation entre EA d'un même groupe. Là, je suis en train de regarder l'appel à projet sur ce sujet. En première lecture, mais ça, on a un temps d'échange avec la DGEFP et l'UNEA ce jeudi. À la lecture de l'appel à projet, je ne vois pas quelque chose qui s'y opposerait, mais sous réserve. C'est effectivement une question que je ferai remonter moi aussi auprès de Sébastien Citerne pour l'entretien de jeudi. Ouais. D'accord. On a aussi une question sur le montant. Est-ce que c'est 23 kilo € par aide ou par entreprise adaptée?
Alors, il s'agit de quel montant? Parce que les 23 000 euros, là, c'est ce dont a parlé Régis précédemment. Ou alors la question est sur le montant de l'aide de l'État par rapport à, à tous les projets qui vont être déposés. Ça, on a la réponse assez simplement. Enfin, là, je pense que c'est plutôt cette question où vous me confirmerez. Donc, c'est la participation de l'État est de 50% maximum sur le coût total éligible du projet. Et on a des plafonds comme l'année dernière pour l'investissement, un plafond à 100 000 euros, un plafond à 200 000 euros. Pour l'aide au service de conseil, c'est 25 000 euros, il me semble. Et pour le développement commercial, 30 000 euros. Ou le contraire, mais je crois que c'est ça. Ouais. C'est les mêmes montants que l'an passé. Eh bien, parfait. Réponse à ma question. Merci. On a une autre question aussi de Marie-Pierre Cornu sur le critère zone rurale ou zone peu ou pas dotée en EA. Donc, il nous est demandé comment savoir si notre département est considéré en zone rurale ou en zone peu ou pas dotée en EA. Si notre département n'est ni l'un ni l'autre, comment fait-on? Car c'est un point obligatoire lors de la saisie du dossier. Alors, sur les critères d'appréciation et d'éligibilité des dossiers, il est bien dit que la priorité sera portée au territoire peu ou pas doté. Donc, ça veut dire priorité, mais ça ne veut pas dire exclusivité. Nous, on le lit comme ça. La même chose sur les publics cibles et sur les filières. Donc, à partir du moment où on envoie quand on va instruire, on y accordera du coup un caractère prioritaire, mais ce n'est pas du tout excluant. D'accord? Nous, c'est comme ça qu'on le voit. Première chose. Deuxième élément, dans le cadre de l'instruction, alors les instructions seront conduites par les unités départementales et nous viendrons en soutien. Donc, même si nous, à notre niveau, on n'a pas forcément une lecture la plus exhaustive possible par territoire et de regarder si chaque territoire est peu ou pas doté, on s'appuiera bien entendu sur l'expertise de nos collègues en unité départementale qui sont plus à même de répondre à cette question avec nous. Donc on fera, voilà, donc l'idée c'est que ce sont nos collègues en unité départementale qui sont en charge de l'instruction et qui pourront apporter un regard affiné sur le sujet. Je n'ai pas d'autres questions. Après, il n'y a pas de... C'est-à-dire, sur la saisie, sachant qu'en plus, il y aura une période, on va l'expliquer tout à l'heure, mais il y aura une période d'échange entre les services et vos structures sur le fond de votre dossier. Donc aujourd'hui, vous pouvez, si vous estimez, par exemple, que l'implantation de votre projet est en zone sous-dotée, c'est pas grave, vous pouvez cocher en zone sous-dotée. Vous pouvez le faire valoir cette remarque, par exemple, dans l'espace d'échange, en disant, ben voilà, vous pouvez expliquer, en disant que vous pensez ou selon vos éléments, et que votre projet est en zone sous-dotée, et puis ça fera l'objet ensuite d'échanges avec les services instructeurs. C'est pas, ça, c'est un sujet qu'on peut voir au fil de l'eau. On a eu aussi une demande de remettre à l'écran le slide sur le planning avec les différentes dates jalons. Oui. Pour refaire un point. Je le cherche. Et on a une question supplémentaire. L'impact est-il exprimé en emploi uniquement ou autres critères? Alors, emploi obligatoirement, il peut y avoir d'autres critères en fonction du projet. À minima en emploi. Okay. Donc voilà, donc du coup sur cette diapositive, on voit bien ce qu'on vous expliquait préalablement. Donc depuis le 9 août jusqu'au 1er octobre, vous êtes invité à déposer sur la plateforme, à l'exception bien entendu des projets relatifs aux EA en milieu pénitentiaire, où là l'échéance est au 3 décembre 2021. Et entre la date
entre le moment du dépôt effectif de votre dossier, à partir du moment où vous l'avez validé comme clairement déposé, et jusqu'au 15 novembre 2021, se passera du coup une période d'échange. Donc non, on peut très bien, voilà, la question sur les zones peu ou pas dotées peut très bien être évoquée entre le moment où vous avez déposé jusqu'au 15 novembre. D'accord ? Ce que je vous propose, c'est qu'il y a encore une question sur le... On passe à cette question-là et puis ensuite on passera à la présentation, parce que je sais qu'elles viennent d'arriver, la présentation de France Active et de la Banque des Territoires. Oui, et puis on reviendra sur les questions où on n'a pas pu répondre ensuite. Questions. Donc la question, pouvez-vous préciser et illustrer ce que recouvre l'axe 2, développement DRH partagé, un poste de CIP ou chargé de formation rentre-t-il dedans? Du coup, il n'est pas évalué en emploi créé. Pouvez-vous préciser et illustrer ce que recouvre l'axe 2? Alors, je ne sais pas si on a la réponse immédiate. Je vais essayer de regarder sur les Dans l'appel à projet, on a des exemples sur cette question. On ne parle pas directement de poste de CIP. Et là, on ne peut pas vous répondre tout de suite dans l'instant, mais on va y réfléchir et vous répondre le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on vous propose, c'est désormais de passer à la deuxième séquence sur l'offre de services proposée par France Active et la Banque des Territoires. En tout cas, on remercie d'avance, en tout cas, les deux intervenantes, les deux représentantes de France Active et de la Banque des Territoires, parce que, vous l'avez vu que ça figure dans l'appel à projet national, et deux, comme l'a rappelé en introduction Benjamin Lepercher, on souhaite aussi rendre le plus qualitatif possible cet écosystème. Donc, on donne la parole dans un premier temps à France Active, représentée par Madame Rescouni. Oui, bonjour, je suis là. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, moi, c'est Yessi Rusconi, je suis directrice de France Active Île-de-France, notamment la coordination régionale du réseau France Active pour l'Île-de-France. Je vais effectivement vous présenter le réseau France Active rapidement. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, France Active, c'est un réseau qui accompagne les entrepreneurs depuis plus de 30 ans, qui a été créé à l'initiative de la Caisse des dépôts et de l'État, et que depuis accompagne via du financement, du conseil et de la mise en réseau les entrepreneurs français. Au niveau national, le réseau compte sur 40 associations locales. Au niveau de l'Île-de-France, du coup, le réseau est composé par 4 associations locales qui sont basées, qui ont des antennes dans tous les départements de l'Île-de-France, et une coordination régionale qui est notamment France Active Île-de-France et qui est aujourd'hui représentée par moi. Les missions de la coordination régionale, du coup, c'est vraiment à la fois l'animation et la coordination des associations territoriales franciliennes, la représentation vis-à-vis des partenaires, mais on porte également un certain nombre d'outils de financement en propre et de programmes avec ou sans les associations territoriales. Mais on va voir ça juste après. Je vous demande, voilà, merci beaucoup. Du coup, l'offre de France Active est structurée autour de 3 piliers. Le financement, qui est le cœur de l'activité historique de France Active, le conseil et la connexion. Donc, dans le volet financement, on retrouve tous les outils financiers à destination des entreprises, y compris bien évidemment les entreprises adaptées. Ça se décline autour des prêts participatifs, d'apports associatifs, de garanties sur les prêts bancaires et d'investissement en fonds propres. L'accès aux différents outils varie en fonction du statut de l'entreprise, mais également du niveau d'engagement, c'est-à-dire en fait de l'impact positif que l'entreprise peut avoir sur la société. Sur le deuxième volet le volet conseil, là-dedans, on retrouve toute l'activité d'accompagnement des entrepreneurs en challengeant le projet, en accompagnant tout au long en fait, de l'expérience entrepreneuriale du porteur de projet via différents dispositifs et programmes. Et ensuite, le troisième volet, qui est vraiment le volet connexion, et là, on est plutôt sur notre volonté de mettre nos entrepreneurs en contact à la fois avec des partenaires financiers, institutionnels et opérationnels, mais également avec d'autres entrepreneurs de leur territoire et avec l'écosystème d'acteurs locaux.
En fait, si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Du coup, en fait, l'offre de France Active intervient dans tous les stades de vie d'un projet. Donc, toute l'offre est regroupée dans ce que nous, on appelle des pactes. Les pactes correspondent aux différentes phases de vie du projet. Donc, vous voyez qu'on a de l'émergence jusqu'à la création, le développement, le changement d'échelle et la reprise. Donc, France Active a vocation aussi à accompagner vos projets tout au long de leur vie. Pour revenir sur les programmes portés par la coordination régionale et pour vous donner aussi quelques exemples, donc juste la slide suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous portons en fait, au-delà des outils qui font partie de l'offre standard de France Active, nous portons 3 programmes au niveau régional, bien évidemment en lien avec les associations locales. Un premier programme qui est le programme Émergence, c'est un programme d'accompagnement de 9 mois qui combine des ateliers collectifs avec de l'accompagnement individuel à destination de porteurs de projets qui souhaitent créer des entreprises à fort impact social en Île-de-France. C'est un programme où à chaque année, on sélectionne des lauréats. Donc, l'appel à projet est publié vers le début de l'année et le programme d'accompagnement commence vers le mois de mai-juin et se déroule pendant 9 mois. Je vous ai mis à chaque fois les liens pour plus d'informations. Vous trouvez en bas ainsi que les contacts des personnes référentes sur chaque dispositif si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez prendre contact avec eux. La deuxième offre que nous on porte au niveau régional, c'est le fonds d'amorçage. En fait, le fonds d'amorçage, c'est une offre de financement en capital, donc de l'investissement en fonds propres, qui est à destination des structures qui sont en amorçage ou en pré-amorçage en Île-de-France, avec de l'investissement qui peut aller de 50 000 jusqu'à 200 000 euros. On va voir tout à l'heure un exemple d'une entreprise adaptée qu'on a récemment financée via le fonds amorçage. C'est un outil qui est géré, qui existe bien évidemment partout en France, mais que nous, on pilote au niveau régional en Île-de-France. Le troisième dispositif, c'est vraiment le dispositif local d'accompagnement. Il s'agit d'un dispositif public qui a été créé en 2002 qui vise plutôt à accompagner, donc là on n'est plus sur du financement mais vraiment sur du conseil, les entreprises tout au long de leur vie en fait à travailler sur des besoins et des enjeux spécifiques. Le DLA se décline à la fois au niveau régional et départemental. Au niveau régional, nous coportons avec la CRES Île-de-France le DLA et au niveau local, il y a différentes structures qui font partie du réseau France Active qui portent les DLA départementaux. J'ai mis juste après, merci beaucoup. Du coup, juste pour vous donner quelques exemples d'entreprises qu'on a financées et qui sont des entreprises adaptées, on a récemment financé Biscornu. Biscornu, c'est une entreprise adaptée qui est basée dans le 92, donc dans le Hauts-de-Seine, et qui travaille en fait sur, il propose des terrines bio qui sont créés par des chefs étoilés avec des fruits et légumes déclassés et en employant des personnes handicapées dans la production de ces terrines. On les a financés en 2021 via le fonds d'amorçage, donc le fonds dont je viens de vous parler, avec un investissement en capital de 125 000 euros et une garantie sur un prêt bancaire avec une quotité environ de 50%. Ça, c'est typiquement un exemple d'entreprise. On a plein d'exemples d'entreprises adaptées qu'on a financées en Île-de-France. Et là, on était vraiment sur la création d'une nouvelle entreprise. Donc là, on est vraiment sur la première phase, on est sur l'amorçage. Je vous ai mis un deuxième exemple. Et là, on est par contre sur du changement d'échelle. Donc, on n'est pas sur la même phase de vie et on n'est non plus sur le même outil de financement. Séquence Clé Production, c'est une entreprise qui est basée à Paris et qui travaille en fait dans le champ de l'audiovisuel, en employant plus de 80% de personnes handicapées au sein de l'entreprise. On les a financés en 2020 via un prêt participatif de 75 000 euros et via une garantie c'est une garantie clairement
fléchée sur les structures d'insertion par l'activité économique ainsi que sur les entreprises adaptées. C'est la garantie solidarité insertion. En fait, ça fait partie de l'offre de garantie proposée par France Active et c'est typiquement dédié à ces structures-là. On les a financées. En fait, c'est une garantie qui peut aller jusqu'à 65% du montant du prêt bancaire et qui exclut les cautions personnelles. C'est une garantie avec des conditions assez particulières. C'est juste quelques exemples, mais on a beaucoup plus d'exemples de structures qu'on a pu accompagner à la fois via du financement, mais également avec du conseil. Ici, vous trouvez en fait la carte de toute, juste la slide suivante, merci beaucoup, de notre réseau au niveau de l'Île-de-France. Donc, comme je vous disais, en fait, on compte sur 4 associations locales. Paris Initiative Entreprise, qui est notre association pour le 75, donc pour le département de Paris. France Active Val d'Oise-Yvelines pour le 95-78. France Active Seine-et-Marne-Essonne pour le 77-91 et France Active Métropole qui regroupe tous les territoires de la Petite Couronne, donc 92, 93, 94. N'hésitez pas à prendre contact si vous êtes intéressé par l'offre de France Active avec les associations territoriales. Il y a des conseillers au sein de chaque association qui vont vous accueillir, vous présenter l'offre de France Active et vous accompagner tout au long du montage de votre dossier de demande de financement. Merci beaucoup, Yacine. Quelques éléments, mais avant de donner la parole à la Banque des Territoires qui sera représentée par Madame Linda Roboux. Les 3 dispositifs qui ont été présentés, qui sont Émergence, Fonds Amorçage et le DLA, sont également des dispositifs également financés par l'État et par la DRIET également. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous êtes aussi sur une offre de service qui est garantie aussi par l'État, de par ses financements, en complément du fonds d'accompagnement qu'on a évoqué préalablement. Donc voilà, donc vous l'avez vu, France Active, c'est un réseau, moi je dirais c'est un réseau disponible et accessible. Et vous pouvez aller en tout cas frapper à la porte du réseau en Île-de-France et je pense que vous serez en tout cas très très bien accueillis. Sans doute. Voilà, en tout cas on en est sûr. Merci beaucoup Yacine. On va laisser la parole à Madame Linda Roboux de la Banque des Territoires sur une offre de service aussi, on va dire, complémentaire à ce qui existe déjà, mais un peu plus segmentée peut-être. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, enchantée, Linda Roboux. Moi, je travaille à la Banque des Territoires au national, mais comme France Active, on est organisé avec des directions régionales et des services au national et je coordonne les investissements qu'on réalise dans les entreprises de l'ESS notamment et en particulier dans les entreprises adaptées. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement ce qu'est la Banque des Territoires et ce qu'on peut proposer comme solution de financement de manière effectivement assez complémentaire à ce que propose France Active. Donc peut-être tout d'abord pour ceux qui ne nous connaissent pas ou mal, la Banque des Territoires, c'est un des 5 métiers du groupe Caisse des dépôts et consignations. Donc en fait, c'est une marque de la Caisse des dépôts, mais on est bien là en investissant les fonds propres de la Caisse des dépôts, qui historiquement s'est positionné depuis déjà assez longtemps sur ces sujets de cohésion sociale et territoriale. Donc, on a différents métiers et vous voyez qu'on a également BPI France qui est aussi une filiale à 50% de la Caisse des dépôts et de l'État qui se positionne sur le financement des entreprises plus classiques, mais qui propose aussi différents dispositifs qui peuvent être intéressants. Donc, si on passe à la slide juste après, peut-être voilà, pour vous présenter rapidement la Banque des Territoires et pourquoi ces enjeux de cohésion sociale et territoriales sont importants pour nous. La Banque des Territoires, donc, elle a été lancée en 2018. Elle accompagne des acteurs au service du développement des territoires et elle propose des offres à la fois de conseil, de financement, avec à la fois du prêt et de l'investissement pour la partie financement. Et nos clients, ce sont les collectivités locales, les organismes de logement social, les entreprises publiques locales, les professions juridiques et différentes structures à impact, sachant que notre mission, notre objectif, c'est vraiment de s'adresser à tous les territoires et de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. D'où le fait qu'on ait évidemment un regard assez particulier porté sur
sur ces enjeux d'économie sociale et solidaire. Il faut savoir qu'historiquement, la Banque des Territoires est un des premiers financeurs de l'ESS et de ses réseaux, et on a contribué à créer, à structurer en tout cas cet écosystème, avec notamment France Active et d'autres acteurs. Donc voilà, donc nos objectifs stratégiques d'être au service de tous les territoires, d'animer cet écosystème et de développer l'impact social, environnemental, territorial dans les territoires sont évidemment parfaitement cohérents avec les actions des différents acteurs de l'ESS. D'où le fait qu'on ait vraiment un souhait d'accélérer, d'accompagner ces porteurs de projets, sachant que les 4 priorités stratégiques de la Banque des Territoires, c'est de développer des territoires plus inclusifs, plus durables, plus attractifs et plus connectés. Voilà pour la présentation de nos grands objectifs stratégiques. Et donc, si on passe à la slide juste après, un petit focus sur nos actions en faveur de l'ESS et de l'innovation sociale. Donc, comme je le disais, historiquement, hein, on a contribué à créer, à faire grandir différents dispositifs, dont le DLA et évidemment donc France Active, avec toutes les solutions et le panel d'outils que propose France Active. On fait aussi partie des financeurs du French Impact. On finance historiquement des réseaux comme le RTES, qui est le réseau des collectivités pour l'ESS, et puis des think tanks comme le labo de l'ESS. Donc, on a vraiment un rôle d'animation de tout ce réseau d'acteurs de l'ESS. On a nos actions de financement que je vais présenter un peu plus en détail juste après. Ça peut être du financement pour le compte de l'État, puisqu'on est aussi opérateur de différents programmes de l'État, dont les programmes Investissement d'avenir, hein, le PIA, mais aussi le PIC, le plan d'investissement dans les compétences. Donc, il y a également le PIC 100% inclusion. Donc, on opère pour le compte de l'État ces différents dispositifs. On investit aussi de manière indirecte via des fonds ou des dispositifs, et on est notamment un des premiers financeurs de France Active, mais on investit aussi dans des fonds à impact qui peuvent s'adresser aux entreprises adaptées et aux entreprises de l'ESS plus généralement. Et puis, on investit les fonds propres de la Caisse des dépôts. Donc, on investit en direct dans des structures de l'ESS. Là, on a mis quelques logos d'acteurs que vous connaissez peut-être, hein, les Jardins de Cocagne, Terre de Liens, Wake Up Café, où on est aussi investisseur dans le programme Territoire Zéro Chômeur. Mais voilà, on a différents moyens d'action, donc soit en finançant des projets pour le compte de l'État, soit en finançant des projets de manière indirecte via des fonds, soit en direct sur nos fonds propres, et c'est ce que je vais vous présenter juste après un peu plus en détail. Merci. Alors, juste un petit détour par le plan de relance quand même pour contextualiser et vous dire qu'on a un objectif d'investissement de 100 millions d'euros sur ces enjeux de cohésion sociale et territoriale qui nous ont été fixés dans le cadre du plan de relance. Et donc, en particulier, évidemment, pour des acteurs de l'insertion par l'activité économique et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc voilà, les entreprises adaptées et les SIAE en général sont parmi nos cibles prioritaires. Et pour ce qui est des priorités un peu plus sectorielles, vous pouvez le voir sur le slide, on a notamment les enjeux de solidarité, de santé médico-sociale, hein, tous les sujets vraiment de solidarité qui peuvent couvrir des champs très variés, de la protection de l'enfance à l'hébergement d'urgence, la silver economy des personnes âgées, etc. On a les enjeux de transition alimentaire qui font partie aussi de nos priorités stratégiques, avec les différents projets visant à développer des circuits courts dans les territoires et à développer aussi l'agriculture biologique. On investit beaucoup sur les enjeux de formation, notamment via le plan d'investissement dans les compétences, mais aussi en direct, hein, sur les fonds propres de la Caisse des dépôts. Et puis, les enjeux d'inclusion numérique, EdTech, font aussi partie de nos priorités stratégiques. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mettre des moyens importants sur la table pour favoriser ces projets de cohésion sociale, et notamment avec des outils vraiment dédiés, hein, à ces structures. Voilà, donc c'est le slide suivant. Effectivement, il y a différents outils que l'on peut proposer, sachant peut-être, juste en préambule, que nous sommes un investisseur, c'est-à-dire que la Banque des Territoires ne délivre pas de subventions, on n'octroie pas de subventions, on se positionne vraiment comme investisseur dans les projets, c'est-à-dire que l'on va apporter des fonds, on va attendre une rémunération de ces fonds et on va attendre aussi un jour de pouvoir récupérer ces fonds. Donc c'est vraiment de l'investissement en haut de bilan et du financement, du renforcement des fonds propres et des quasi-fonds propres de ces structures, sachant que l'on est malgré tout un investisseur de long terme. On apporte du capital patient, on a la capacité à attendre 8 ans, 10 ans, voire même plus, hein, quand on rentre
au capital d'une structure. Donc c'est vraiment l'idée, hein, c'est d'apporter des moyens, d'être patient, mais aussi d'avoir une très forte exigence sur la partie impact et mesure de cet impact. Et c'est comme ça qu'on se positionne, et c'est assez cohérent avec ce que présentait France Active juste avant, hein. C'est vraiment l'idée. Simplement, voilà, on ne fait pas de subventions et on ne fait pas non plus tout ce qui va être dette. On s'arrête à la partie quasi fonds propres et fonds propres qui sont dans le haut de ce graphique. Et donc, les outils qui sont à notre disposition, ce sont bien sûr des prises de participation, donc rentrer au capital des structures, mais aussi tout un panel d'outils de quasi-fonds propres, donc des comptes courants d'associés, des obligations convertibles, des prêts, des titres subordonnés, des titres participatifs, des titres associatifs dédiés, hein, aux associations, et des prêts subordonnés ou à intérêt participatif qui sont assez similaires à ce que fait France Active, avec aussi un autre point spécifique à l'intervention de la Banque des Territoires, qui est le ticket minimum. On est une structure de taille assez importante, et pour les besoins de petite taille, entre guillemets, bien sûr, hein, on va plutôt s'appuyer sur France Active, qui a la capacité de répondre à des besoins de financement, on va dire jusqu'à 200 000 euros, où nous, on ne pourra pas aller. Nous, on va commencer plutôt notre intervention à des tickets de 200 000 euros et plus. Et donc, derrière ça, ça veut dire qu'on va plutôt s'adresser à des levées de fonds, à des recherches de fonds assez importantes, donc des structures de taille peut-être un peu plus importantes. Mais en revanche, on a la capacité à aller répondre à des besoins de financement très élevés. On n'a pas vraiment de maximum, donc on peut soutenir des structures qui vont faire d'importantes levées de fonds de plusieurs millions d'euros. Voilà, en revanche, pour des besoins de moins de 200 000 euros, on va plutôt réorienter les dossiers vers notre partenaire France Active, qui a cette capacité à aller sur de plus petits projets. Donc c'est aussi en ça qu'on est complémentaire avec l'action de France Active, mais ça arrive aussi qu'on se retrouve en co-investissement avec France Active assez fréquemment sur certains dossiers. Voilà, donc au-delà de 200 000 euros, on peut proposer des outils de quasi-fonds propres, et au-delà de 500 000 euros, on peut proposer des outils de fonds propres pour renforcer le haut de bilan des structures, faire effet de levier aussi sur d'autres financements, que ce soit des co-investisseurs qui viennent à nos côtés, puisqu'on ne finance jamais une structure tout seul, hein. On a vraiment pour rôle de faire effet de levier, d'attirer à nos côtés d'autres investisseurs, mais aussi pour faire effet de levier sur de la dette bancaire, et donc permettre à la structure de renforcer ses fonds propres pour aller chercher plus de dette bancaire dans son financement. Voilà les quelques outils. Donc sur ce schéma, il y a de la dette, mais je le précise, hein, on ne fait pas de dette, à l'exception de prêts qu'on va proposer aux collectivités locales, mais je ne pense pas que ce soit applicable aux structures qui nous écoutent aujourd'hui. Mais voilà, donc on est vraiment sur des fonds propres et des quasi-fonds propres. Et effectivement, on peut passer à la slide suivante, merci. Donc quelques éléments sur nos critères d'investissement en fonds propres et en quasi-fonds propres. Contrairement à France Active, on ne va pas se positionner sur la phase d'amorçage, la phase vraiment de toute première création d'entreprise, où le projet est encore peu mature. Nous, on est plutôt positionné sur la phase de développement ou d'essaimage, et c'est aussi cohérent avec le fait qu'on peut apporter des moyens plus importants, donc financer le changement d'échelle, l'essaimage dans d'autres régions, le développement plus important d'une structure qui aurait déjà quelques années d'existence. En général, on cherche des structures qui ont au moins 3 ans d'existence. Évidemment, on cherche des structures qui ont un modèle économique viable, puisque cette logique investisseur voilà, n'est pas compatible avec des modèles économiques qui seraient purement subventionnels ou trop fragiles. Donc, on va être assez regardant sur la viabilité, la solidité du modèle économique. En revanche, on peut vraiment financer tout type de structure juridique, hein, de la SAS classique à l'association, en passant par les coopératives, notamment les SIC, hein, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, et on a justement pour chaque type de structure des outils financiers adaptés à leurs caractéristiques. Évidemment, si on rentre au capital, il faut aussi que la structure soit prête à ouvrir son capital et tout ce que ça implique derrière, sachant que nous, on reste un investisseur minoritaire, mais qui souhaite quand même pouvoir donner son avis, être actif dans la gouvernance de la structure. Et voilà, comme je le disais, on va chercher à faire effet de levier, donc à aider la structure à augmenter sa levée de fonds et à renforcer ses fonds propres.
on va chercher un rendement et donc on ne fait pas de subvention, mais aussi un ticket minimum, comme je l'ai dit, de 200 000 € en quasi-fonds propres. Et on va être particulièrement regardant sur l'impact des projets que l'on finance, l'impact social, environnemental, territorial, et on sera particulièrement proactif pour aider cette structure à accroître évidemment cet impact dans le temps, aussi à mieux le mesurer, à mieux comprendre, connaître l'impact de ces actions et comment elle peut le faire croître. Et c'est pour ça qu'on se définit comme un investisseur à impact. Et je l'ai dit, un investisseur patient de long terme qui sera là aussi pour suivre dans le temps le développement de la structure. Et peut-être pour illustrer très rapidement, on n'a pas encore des dizaines et des dizaines d'entreprises adaptées que l'on soutient en fonds propres et quasi fonds propres, mais je peux citer par exemple Bretagne Atelier, qui est une très grosse entreprise adaptée basée à Rennes, où on a investi 1,2 million en titres associatifs justement, puisque c'est une association. Donc on a participé à une importante levée de fonds, puisque c'est déjà une grosse structure. Et puis pour illustrer un autre exemple en Bourgogne-Franche-Comté, cette fois d'entreprise adaptée qui s'appelle l'AFSAM, qui est une structure qui est à la fois entreprise d'insertion et entreprise adaptée, qui fait du maraîchage biologique et qui a aussi construit un atelier de transformation des légumes qui sont récoltés avec des emplois justement pour personnes en situation de handicap, et où là on a investi 200 000 €. Donc voilà, c'est notre ticket plutôt minimum. On a investi aux côtés de France Active justement sur du prêt subordonné à intérêt participatif, donc pour clôturer une plus petite levée de fonds. Et voilà, c'était pour vous montrer un peu la palette de ce qu'on peut faire depuis des très grosses levées de fonds de grandes structures jusqu'à des levées de taille moyenne, mais avec quand même ce ticket minimum qui fait qu'on se positionne un peu au-delà de ce que peut faire France Active en termes de taille de besoin. Voilà, j'ai fait assez court, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, ça a été très clair. On vous propose peut-être du coup maintenant un temps d'échange questions-réponses sur les 2 offres de services qui vous ont été présentées. Et juste pour répondre à la question de Stéphanie Dufour, comment, suite à l'échange avec la DGFP, les questions laissées en suspens auront-elles une réponse? Alors, pour tout vous dire, on va synthétiser les questions qui n'auraient pas obtenu de réponse aujourd'hui. On a aussi identifié un certain nombre de questions très techniques, aussi sur le fond, qu'on va faire remonter à la DGFP. On va les synthétiser dans un support et on vous le transmettra. Et je pense que le mieux, c'est un envoi par l'UNEA, mais ça, c'est à voir avec Christelle Marivin, ou en tout cas avec les services entre nous. Mais c'est clair que vous aurez, que ce soit les entreprises adaptées qui ont participé ou pas aujourd'hui, vous serez destinataire du question-réponse et du support présenté aujourd'hui et de la vidéo également. Du coup, sur les entreprises adaptées, est-ce que vous avez des questions précises sur les offres de services? Moi, j'aurais une toute petite question à Madame Rebou. Par quel intermédiaire, du coup, les entreprises adaptées peuvent vous solliciter? Parce qu'on a vu tout à l'heure une cartographie et du réseau de la Banque des Territoires. Qu'est-ce qu'il en est de votre côté? Oui, en fait, soit vous pouvez prendre contact avec moi directement, hein, je peux laisser mes coordonnées bien sûr, et sinon on a comme France Active une direction régionale Île-de-France, avec une interlocutrice dont je peux laisser les coordonnées. On travaille tous en lien étroit, donc on communique et les 2 entrées sont possibles. D'accord. Et bien en même temps, ce qu'on vous propose, mais on regardera, les coordonnées de Madame Rebou figurent dans l'appel à projet, dans les annexes, et dans l'annexe relative à la banque des territoires. Mais si vous voulez, on pourra rajouter une diapositive. Madame Rebou, vous pourrez me renvoyer le mail de votre collègue. Oui, bien sûr, c'est possible. Et on le rajoutera dans le diaporama. Et on rajoutera vos coordonnées, c'est possible? On rajoutera votre mail et celui de vos collègues? Bien sûr, pas de problème. On le rajoutera dès qu'on a réception de vos éléments. On les rajoutera dans le support. Merci beaucoup. Du côté, je ne sais pas, UNEA ou entreprise adaptée, est-ce qu'il y a des questions particulières? Moi, je n'en vois pas apparaître, en tout cas, sur l'espace. Non, effectivement, je n'ai aucune question là dans le chat. Au niveau des entreprises adaptées, est-ce que vous avez des questions à poser voilà, par rapport à tout ce qui a été présenté par France Active et la Banque des Territoires, ou est-ce que c'est
suffisamment clair pour que vous puissiez avoir déjà un premier niveau d'information en attendant de prendre contact avec nos interlocuteurs ultérieurement. Voilà, dites-nous s'il y a des sujets sur lesquels il faut revenir. Juste dans le chat ou voilà, dites que si tout est OK ou si vous avez d'autres points ou prenez la parole. Sachant que les présentations étaient, je trouve, très claires et illustrées, en plus avec des exemples concrets de ce qui est clairement financé. Je pense que certains se reconnaîtront. Donc moi, enfin, en tout cas, on ne peut que appeler, que ce soit Driette et UNEA, on ne peut que appeler à votre mobilisation auprès de France Active et de la Banque des Territoires. Vous avez vu, du coup, c'est une offre complémentaire. Hein, ça ne vient pas en lieu et place, hein, c'est vraiment en complément. Et vous avez vu en plus sur des offres de services particulières et segmentées. Et que du coup, voilà, ce qui explique aussi pourquoi elles sont complémentaires. Apparemment, il n'y a pas de questions par rapport à vos présentations. En tout cas, voilà, on vous remercie de votre participation, vraiment. Avec vos coordonnées, si besoin, effectivement, les EA pourront reprendre contact avec vous sur ces sujets spécifiques. Du coup, je ne sais pas, est-ce qu'on peut peut-être éventuellement reprendre la partie questions sur le FATEA de façon plus globale, du coup? Je vois que d'autres... alors il y a une petite question. Il y a une petite question. Si, une question pour la Banque des Territoires. Oui. Merci pour la présentation très claire. Pour la Banque des Territoires, quel est le rendement minimal souhaité? Oui, c'est une bonne question, effectivement. Notre rendement minimal souhaité va dépendre de la quantité, entre guillemets, d'impact de la structure. Et plus on est sur des activités à fort impact et dans des territoires à enjeu, je ne l'ai pas mentionné, hein, mais on a un focus quand même, on a un regard en tout cas spécifique sur les quartiers prioritaires politiques de la ville, les zones rurales, des territoires comme ça qui sont fléchés comme des territoires prioritaires. Donc on peut accepter des rendements plus bas si vraiment le projet coche toutes les cases, hein, et il y a un impact maximal. Mais en moyenne, le rendement minimal que l'on attend, il est autour de 4% sur ce type de projet. Et on peut descendre un petit peu en dessous si vraiment on juge que l'impact est très élevé. Merci beaucoup. Merci. Et puis du coup, une question, mais qui était plus relative à la campagne FATEA. Pour les aides à la modernisation, existe-t-il une liste des types d'éléments qui ont déjà été subventionnés dans les 2 précédents FATEA? Alors, je ne pourrais pas, en tout cas, moi, à mon niveau, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais... Alors, de liste, non, il n'en existe pas. On a des exemples, mais pas de liste, puisque officiellement, on ne diffuse pas les conventions dans lesquelles sont détaillés tout type de projet. Du coup, sur ces exemples, Pascal oui, enfin les exemples, on les a par rapport aux exemples qui sont dans le... Alors, dans l'après-projet de cette année, on en a quelques-uns, il me semble. Je suis désolée, je regarde. J'ai pas tout en tête encore. Alors, si la question c'est sur... Alors, parce que vous mettez type d'éléments, on a... qu'est-ce qu'on soutient? Développement d'activités existantes, diversification des productions, modernisation. C'est large. En fait, c'est très large, hein, ça dépend vraiment de votre projet de modernisation et c'est difficile de vous donner une liste parce que chaque projet est un cas particulier et répond à un besoin de développement, d'adaptation de la productivité, de la production et de la modernisation de l'outil de production. Donc, en fait, il faut vraiment voir quel est votre besoin. Et ensuite, dans le cadre de l'instruction, il peut y avoir un échange effectivement avec le service instructeur qui appréciera si ça rentre ou pas. Mais c'est difficile de vous donner une définition et une liste d'exemples parce que ce ne serait pas forcément adapté au projet propre à chaque EA. Okay.
D'autres questions? Alors moi, j'en vois pas apparaître. Non, bah, du coup, on peut peut-être passer à la conclusion, Christelle. Alors, il y avait juste une petite question sur laquelle on n'avait pas répondu tout à l'heure qui avait été posée, c'est a-t-on une idée des montants globaux prévus par type d'aide? Alors ça, c'est pas, non, il n'y a pas de montants globaux prévus par type d'aide. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce dont on parlait tout à l'heure, on a l'aide automatique sur l'investissement avant le 1er janvier 2019. Donc ça, évidemment, ça va se retrancher à notre montant global qui est de 1 million 27. Donc quand on aura retranché cette partie, il nous restera un montant global à répartir par type de projet, plus que par type d'aide. Ok. Très bien, mais il ne semble pas y avoir Du coup, on est dans les temps. Non, j'en vois pas d'autres. Ah. Ouais, c'est Yves de Logins. Je vais juste insister par rapport à la question que j'avais posée par écrit. On est quand même assez stressé par les problématiques de date. Nos clients, ils attendent pas 107 ans qu'on lance les investissements. Donc à un moment, il va falloir qu'on les lance et je ne sais pas à quel moment on doit prendre en compte le fait qu'on va être aidé sur le sujet. C'est un peu stressant, en tout cas pour nous, chefs d'entreprise. Je partage. Alors, qui partage, pardon? Stéphanie Dufour, APF France Handicap Nosy. D'accord, ok. Donc, on attend avec impatience du coup votre réponse de la DGEFP sur à quel moment, quel investissement vous allez prendre. Moi, j'ai des commandes qui attendent que j'appuie sur Start. Le problème, c'est qu'à un moment, je ne pourrais plus attendre parce que sinon, je vais perdre des clients. Donc, c'est embêtant. D'accord, ok, entendu, oui. Parce qu'on l'a attendu pour fin juin, le projet, puis pour début juillet, puis pour mi-juillet, puis pour mi-août. Voilà. Donc, on va vous le remplir vite dans la machine. Là. Moi, j'ai toutes les infos, mais j'espère. Enfin, s'il faut attendre que le dossier soit validé, enfin, c'est un délai supplémentaire. Ouais, ça complique ce système, quoi. En fait, alors, voilà. Donc, plus vite on aura l'info, plus ça sera bien. D'accord. Non, mais en tout cas, on s'engage à faire remonter jeudi à la DGFP. Ouais, merci. On a des éléments. Enfin, on va même ce qu'on peut aussi faire, hein, c'est ne pas attendre jeudi pour faire remonter la DGFP. C'est même adresser. Nous, de toute façon, on a aujourd'hui une foire aux questions avec. On n'a pas toutes les réponses, donc on va l'envoyer au plus tôt à la DGFP et ne pas attendre jeudi. Donc, on va l'envoyer avant, de manière à ce que la DGFP puisse aussi mouliner de son côté et qu'on ait déjà un premier retour jeudi. Et ensuite, dans la foulée, on renverra aux entreprises adaptées la foire aux questions telle que nous, on l'a alimentée. Oui, merci beaucoup. On le fera. Ça, en tout cas, on s'y engage. Merci. Merci. Et moi, je réinsiste effectivement sur la question de l'axe 2, parce qu'effectivement, on a, enfin, en tout cas pour ma part, et je pense que je ne suis pas la seule, des projets autour des ressources humaines, mais la façon dont c'est rédigé dans l'appel à projet ne nous permet pas vraiment de savoir qu'est-ce qui rentre dans ce périmètre ou pas. D'accord. C'est vous tout à l'heure qui posiez la question sur est-ce que la mutualisation au sein d'entreprises adaptées d'un même groupe? Tout à fait. Oui, tout à fait, Nicolas, oui. C'est effectivement Stéphanie Dufour qui avait posé la question. En tout cas, j'ai repris toutes les questions qui étaient dans le chat, hein, je les ai toutes reprises. Donc voilà, on refera un point sur l'ensemble de ces questions avec donc les services de la DRIETS pour vérifier qu'on a bien tout. Celles où on a déjà eu quelques éléments de réponse, bon ben voilà, il n'y aura pas de sujet sur la suite. Et pour celles où effectivement on n'a pas des éléments de réponse concrets à vous donner, on fera remonter auprès de la DGEFP pour avoir un question-réponse bien précis. Du coup, oui, je pense qu'on peut passer aux conclusions. Oui. Christelle. Très bien. Et bien, en tout cas, merci pour votre participation aussi bien des services de l'État. Hein, merci aux services de la DRIETS d'avoir
travailler sur cette préparation. Merci à la Banque des Territoires et à France Active aussi d'être venus nous rejoindre pour présenter votre offre de service. Je remercie les entreprises adaptées qui se sont connectées. Donc, effectivement, là, on a fait un enregistrement. Donc, dès qu'il est disponible, je vous indiquerai voilà, sur quel support on le positionne, soit sur la chaîne YouTube de l'UNEA, ou alors et sur la chaîne YouTube de l'UNEA et sur les services, la plateforme des services de l'Adrietz. En tout cas, voilà, on vous tient au courant. Et puis pour les questions-réponses, dès qu'on a quelque chose de construit et de concret à vous transmettre, vous le recevrez. Je pense qu'effectivement, je vous ferai parvenir par la suite donc le support de présentation et les éléments dont vous aurez besoin pour pouvoir travailler à fond sur vos dossiers de projet FATEA pour l'année 2021. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête là la séance. Madame Arriva, je voulais poser une question, parce qu'on a abordé l'enregistrement sur la plateforme Démarche Simplifiée. Et je voulais savoir, parce que j'ai rencontré des difficultés pour la saisie de la campagne 2020 FATEA, ou celle du mois d'août, je n'ai pas encore le petit l'onglet Action où je peux pouvoir saisir août. Et je voulais savoir, est-ce qu'il n'y a que moi qui rencontre ce problème-là, ou est-ce qu'il y a d'autres structures qui ont du mal à pouvoir saisir la campagne 2020 au titre du mois d'août sur la plateforme Démarche Simplifiée? Voilà ma question. Je pense que vous parlez de l'outil Relink, Monsieur Bezaouia. C'est sur j'avais pu m'inscrire sur le process Démarche Simplifiée. J'avais enregistré juin et juillet. Et oui, août, pour l'instant, je n'arrive pas à accéder. Donc, je voulais profiter de ce webinaire pour en parler. D'accord, mais on le note. Mais il me semble que je pense qu'on vous a répondu de contacter la plateforme et on vous a donné l'adresse. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Oui. Alors, ça a fonctionné pour le mois de juillet, parce que c'était M. Vrignot de la direction interministérielle du numérique qui m'avait aidé. Et ensuite, j'ai reçu un email au titre d'août en me disant que pour l'instant, on ne pouvait pas. Et donc, c'est pour ça que j'ai profité d'aujourd'hui pour vous en parler. D'accord, mais c'est entendu, on va se remettre en contact avec la plateforme et vous-même pour que vous puissiez débloquer la situation. Super. Alors, parfois, ça peut être lié aux environnements. Par exemple, ça peut être plus facile parfois sous Mozilla ou Chrome ou Internet. Chrome, Google, je les ai tous essayés, Internet Explorer. Alors, on a quelques réactions par rapport à ça dans le chat, effectivement. Donc, Madame Vigneron-Brunel indique qu'elle n'a pas reçu non plus le reporting pour le mois d'août. Et Olivier Gousseau nous précise que voilà, il a pu y accéder en faisant une nouvelle demande de mot de passe, mais ne peut pas modifier quoi que ce soit dans le dossier. D'accord. Il a déjà été saisi et saisi ne peut pas être modifiable. D'accord. Bon. Stéphanie Dufort n'a rien reçu aussi pour le mois d'août. D'accord. Bon, c'est des éléments qu'on va synthétiser et pour l'évoquer jeudi, oui. Très bien. Merci. Très bien. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Et puis, on revient vers vous dès qu'on a le question-réponse qui est complété pour vous on vous le transfère dès que possible. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.